Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans notre ciné critique, je vais vous parler d'un film d'horreur slash fantastique sorti au début des années 2000, donc bientôt 25 ans pour ce Destination Finale, premier du nom, car il y en a eu 4 autres depuis, jusqu'en 2011, et là un 6e va sortir en salle, visiblement en mai. J'ai appris ça il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite rétro, en revoyant les premiers, en découvrant à minimal 5, peut-être pour aller voir le 6 en salle. C'est pas sûr, hein, peut-être que ça va me gaver. On verra bien. Et c'est réalisé par James Wong, celui-là même qui fera par la suite Dragon Ball Evolution. Entre-temps, il fera The One, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne au tout début, quand je faisais des vidéos vraiment très très médiocres. Je dis pas que c'est beaucoup mieux maintenant, mais quand même. Et ouais, saga particulière, ce premier film-là m'avait pas mal marqué, justement, sur Canal+, pas en salle. Et on y retrouve au casting, dans les rôles principaux, Divan Sawa, ou Sawa, je pense qu'on prononce comme, allez, Sawa. Si ça va, Sawa. Bref, qui était reconnu à l'époque notamment pour le film Casper, tiens, entre autres. À ses côtés, nous avons Ari Larter, que par contre, elle, je verrai par la suite dans la série Heroes, qui était vraiment très bien, du moins les 2-3 premières saisons. Après, ça se gâte un petit peu. Citons aussi la présence de Sean William Scott, qui, un an avant, il me semble, avait plus ou moins débuté pour le grand public, du moins en tant que star, dans American Pie, un rôle très différent là. Citons aussi les présences de Keira Smith, Kristen Cloak ou Amanda Detmer. Ça, c'est pour à peu près tous les jeunes. Il y a aussi la prof, là. Bon, bref, il y a beaucoup de gens, mais on les reconnaît pas forcément beaucoup. Tiens, si, il y a Daniel Roebuck, qui joue un des détectives et qui sera dans la série Lost, lui. Voilà, voilà. Mais, n'oublions pas, et rendons-lui hommage d'ailleurs en passage, la présence de Tony Todd, Candyman, bien sûr, entre autres, qui est l'un des rares personnages qui reviendra par la suite. Là, il joue le responsable des pompes funèbres, qui est très attaché à la mort, forcément, et c'est un film qui parle de la mort et du destin, Destination Finale, quoi, ou Final Destination en version originale. Alors, l'histoire au début est toute simple, et alors, l'introduction est toujours extraordinaire. J'aime beaucoup ce début de film. On va suivre des jeunes qui partent en France. Ils en ont de la chance, des Américains. Alors pour eux, c'est le dépaysement total, mais bien sûr, il faut prendre l'avion. Ils partent donc avec leur classe, 40 élèves, 2 profs, bon, okay. Voyage scolaire, quoi. Sauf que bon, ça stresse un peu ou pas, ça dépend. Il y a le héros du film, Alex Browning, qui semble un peu superstitieux, ou je sais pas, il se pose des questions. Et arrivé à l'aéroport, aux toilettes, il entend une chanson, bon, voilà, pas extraordinaire sur le papier, mais de John Denver, qui venait de mourir à l'époque dans un crash d'avion. Un morceau qui s'appelle Rocky Mountain High, qui reviendra plusieurs fois dans le film, dès que la mort s'approche, peut-être. Donc, oulala, ça sent mauvais. Enfin, on sent quand même qu'il est stressé de prendre l'avion, quoi, de gamin. Mais il y monte avec ses camarades. Que ce soit pas vraiment à sa place, une histoire, ok. En fait, ils vont décoller, quoi. Et alors là, c'est la catastrophe, scène de l'intérieur. Donc tiens, ça rappellera la série Lost ensuite, pour le coup. Explosion, ils meurent tous. Non, ce n'était qu'un rêve, mais un rêve hyper prémonitoire, un cauchemar même, puisque Alex se barre, complètement paniqué, il pense que c'est vraiment réel ce qu'il a vécu. D'autres de ses camarades le suivent, il se prend la tête, il y en a qui le suivent par erreur, il y a la prof aussi, et puis ils sont débarqués, ils remonteront pas dans l'avion. Oh là là, le voyage est foutu. Bah, ils ont de la chance, car l'avion va exploser dans le ciel. C'est-à-dire que Alex Browning, là, ce jeune gars, avait pressenti et deviné ce qui allait se passer. Il a prédit l'avenir, quoi. Et il devient une sorte, pas de dieu, mais on joue un peu là-dessus, qui donc a pu éviter la mort, tromper la mort, avec ses camarades. Et donc là, forcément, les détectives qui arrivent sur place comprennent pas trop, bon, drôle de hasard, etc. Restons terre à terre quand même. Mais la mort n'en a pas fini avec donc ces... combien ils sont de jeunes en tout là? 4, 5, plus la prof. Elle va essayer de les rattraper. Et donc, petit à petit, il y en a un qui va mourir, avec un scénario où la mort ne peut pas être évitée. Ça joue notamment avec les fluides, ou avec le feu, un peu des deux, des éléments, quoi. Et Alex va essayer d'éviter la mort pour lui et ses camarades, il va échafauder un plan. On le voit, hein, quelques semaines après, il est complètement traumatisé, et on le saurait à moins. Il étudie tout ce qui est crash, etc. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé, comment il a pu pressentir, et avoir raison malgré lui. Et comment, voilà, ce qui va se passer après. Et quand
un de ses, ou une de ses camarades, c'est qui meurt après. Bon, on va pas faire de spoiler et tout, hein, mais je sais plus. Meurt après, donc oui, là, il y a clairement... Ah bah c'est son pote en plus. Bon, c'est terrible, hein, scène encore plus ou moins aux toilettes, mais là, c'est avec la baignoire et un étranglement. Là, il se dit, c'est pas possible. Là il peut pas y avoir de hasard, et il va essayer de savoir qui va être le prochain. Et se rend compte en faisant un schéma de là où ils étaient assis, que la mort ne frappe pas par hasard, parce qu'à la télé, ils ont montré une sorte de diagramme, qui montrait le circuit électrique et comment il a fait son cheminement. Donc, il peut prédire qui pourra mourir, et c'est pas évident. Alors, entre le beau gosse un peu James Dean, là, qui veut, lui, défier la mort depuis tout le temps avec sa petite amie, qui va pas le remercier hein, de l'avoir sauvé, mais bon, voilà, qui est très dans le doute, la prof qui a peur de lui, après le reste, pas trop important, hein, son pote, évidemment, hein, qui espère pouvoir revivre une vie normale, il a perdu son frangin en plus dans l'avion, bon bref. Et la prof, ouais, bon, mais surtout, la prof j'ai déjà dit, mais surtout le personnage de Claire Rivers, alors c'est très drôle, en VO c'est même Clear Rivers, les fleuves clairs, bizarre, joué par Harry Larter, qui semble avoir un traumatisme par rapport à la mort vis-à-vis de son enfance, et qui va être la seule vraiment à le croire. Évidemment, les détectives vont faire d'Alex Branding un suspect idéal quand les autres vont remourir, enfin mourir pour de bon. Et c'est spécial, c'est très étrange. Ça, on pourrait même envoyer le FBI là, faire une enquête. Et pour cause. Parce que ce scénario, figurez-vous à la place, aurait dû être un épisode de X-Files. Il avait été proposé par un certain Jeffrey Reddick, qui voulait intégrer la série hein, dans le showrunning, et deux des scénaristes, déjà bien confirmés à l'époque, Glenn Morgan et James Wong, ont repris les choses avec lui pour en faire un long métrage à part entière, et James Wong se lançant, je pense, ici pour sa première réalisation. Glenn Morgan avait déjà réalisé avant, mais je crois, mais là, il ne fait que co-scénariser. Et c'est clair que je ne pouvais qu'aimer ce film à l'époque parce que j'étais fan de la série X-Files. Et c'est vrai que, en fait, c'est une œuvre qui a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que l'idée de base est exceptionnellement intéressante. Mais pour un long métrage, ça peut être redondant et long. Sauf que c'est quand même bien rythmé, si ce n'est vers le milieu fin ou après la scène du train et de la voiture où il y a une décapitation, qui est quand même assez dur comme moment. Ça vivote un peu sur ce qui est censé être le climax, avant une conclusion qui est intéressante, qui présage un 2. Oui, il y a eu un Destination Finale 2, mais pas comme on pouvait l'imaginer, parce qu'un des acteurs n'a pas voulu revenir. Bon, une actrice est revenue par contre, et j'ai aucun souvenir du 2. Ce serait intéressant de le revoir. C'est vraiment ça, l'idée fantastique d'une menace qu'on ne peut pas combattre. Ici, il s'agit quand même d'affronter la mort. Donc, il y a une idée de quête de l'absurde que j'aime beaucoup, avec le recul, avec plus d'expérience, etc. Au-delà d'un divertissement efficace, c'est que, quand même, quand on y pense, bah, c'est affronter la mort, oui, mais c'est ton destin de mourir, de toute façon. Nous sommes tous amenés à mourir. Donc oui, tromper la mort, on ne pourra jamais jusqu'au bout. À un moment, elle va nous rattraper, même si c'est à 95 ans dans notre lit, en bonne santé si possible, hein, quand même, qui pourrait être la mort la plus paisible possible. Mais toujours, elle aura le dernier mot. C'est donc complètement idiot, là, parce que, ou pas, parce que, en fait, nous avons des jeunes qui veulent survivre, mais qui se prennent la tête, et c'est traumatique absolu, et pour essayer de lui échapper, et ils ont la paranoïa de quand ça pourrait tomber dessus. Donc, de toute façon, ça ne sert plus à rien de vivre pour eux. Et tu suis ça pendant 1h30, quoi, après l'introduction. Ça en est presque drôle. Mais il n'y a pas de tonalité comique en soi, hein, c'est vraiment pris au sérieux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est très début années 2000. Ce qui est passionnant aussi, c'est que on sort, alors voilà, on va rentrer dans une autre saga horrifique, il y en avait plein à l'époque, hein, mais on sort de l'idée du slasher, même fantastique, pur, ou humain, de ces métrages de l'époque là, qui commençaient à pulluler, grâce au succès de Scream. Il y a eu Souviens-toi l'été dernier, que j'avais aimé le premier en soi, il faudra que je le revoie. La suite est plus particulière. Les suites, je sais pas bon bref. Il y a eu Urban Legend aussi, qui pour le coup pour moi était très compliqué. Je ne vous le cache pas, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai même pas osé en parler. Bon, peut-être que je le referai un jour, mais ça sera pas sympathique si j'en parle, parce que je me suis royalement ennuyé et c'était. En plus, c'est pas bien, pour plein de raisons, mais bon, bah, peut-être que je rechangerai l'avis quand j'en parlerai dans, je sais pas, dans 2, 3, 5, 10 ans, j'en sais rien. Mais là, on tente autre chose, parce que c'est une menace qui est
invisible, plus que fantastique, et totalement impalpable et invincible. Mais quand même, on va se battre, parce que ça vaut le coup de survivre et de vivre plus longtemps. Bah oui et non, hein. Bon, si ce n'est à la fin, où il y en a quand même quelques-uns qui survivent, et ils ont l'impression d'en être sortis, pas vraiment. Voilà. L'idée de pouvoir repousser la mort le plus loin possible, si on empêche l'un qui est sur la liste de mourir, bon c'est pas Death Note, hein, mais ça aurait pu. C'est quand même assez amusant de voir que cette idée-là a peut-être été reprise indirectement. Alors, je ne sais pas si le manga Death Note était sorti au début des années 2000, mais bon, bref. Donc, ouais, ça vaut le coup d'être vu pour certaines scènes, évidemment. Je parlais de l'introduction, le crash d'avion, tout ça, c'est quand même un peu plus d'un an avant le 11 septembre, sinon ça n'aurait pas pu être fait après au moins pendant 5-10 ans. Il y a eu ce tabou-là quand même à Hollywood. Il y a donc la scène où il y a pas celui qu'on attend qui va mourir, parce qu'il y a une plaque de tôle là, qui va le décapiter alors qu'ils ont évité le train et l'accident de voiture avant. Waouh! Ouais, c'est là aussi jeu scénaristique. Et ouais, voilà, il y a une scène d'incendie dans la maison. Enfin, on se lance un peu. La scène où la personne meurt là dans sa maison avec l'incendie et tout, va un peu faire écho à Scream indirectement. J'ai pensé à ça dans certaines imageries. Et puis des idées de mise en scène, il y en a, oui, sur l'introduction. Le générique est passionnant. Avec ces inserts sur des objets, sur des trucs qui appellent la mort, sur ce ventilo qui tourne et qui reviendra après, sur ce reflet à la fenêtre d'une sorte de poupée un peu morbide, là, et puis bien sûr le jeu avec la lumière d'éclair. La mort vient du ciel de toute façon. C'est forcément américain, quoi. Donc ouais, il y a des idées, puis après ça reste plus ou moins efficace, ça a plutôt quand même un aspect télévisuel un peu upgradé pour le cinéma, puisque c'était potentiellement un beau double épisode potentiel de X-Files que nous aurions eu avec, en détective, du point de vue des détectives, on aurait été Mulder, oui, Mulder et Scully, Murder on the Dance Floor ou Murder by God, là, avec la mort, mais bon, j'en sais rien. Donc ouais, Destination Finale, ça reste quand même un bon souvenir, et j'ai bien pris plaisir à le revoir finalement, ça vieillit pas tant que ça. Quant aux suites, bah, je me rappelle pratiquement de rien, mais j'ai vu minimum au moins le début du 4, puisque je me souviens de l'accident dans la course de NASCAR, là, ou Stock Car apparenté, qui était vraiment intense. Peut-être que j'avais vu que le début, où j'étais pas allé au bout. À voir, du coup, le lore qu'ils ont développé. Il doit y en avoir un, peut-être autour du personnage donc de ce monsieur de la pompe funèbre. La scène avec Tony Todd est bien. Il a le charisme absolu. Et ouais, il fallait le développer, ils le développeront par la suite. Peut-être pas dans tous les films d'après, mais il reviendra. Et apparemment, il revient dans le 6 qui sort bientôt. Bon, à vous la parole, donnez votre avis sur ce film, Destination Finale. Est-ce que ça fait partie de vos bons souvenirs horrifico-fantastiques du début des années 2000 ou fin 90, enfin c'est ces époques-là, quoi. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!